Bienvenue à tous sur le plateau d'El Janoubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Sujet délicat aujourd'hui puisqu'il s'agit de l'usurpation de l'identité. Savez-vous, mes chers amis, qu'aujourd'hui, il est de plus en plus facile de se faire passer pour vous. Ben, si vous le savez, c'est encore autre chose si vous le vivez. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir invité et de recevoir aujourd'hui Monsieur Charles Kouassi. Bienvenue à vous, merci d'avoir invité. Merci Nader de m'avoir invité sur ce plateau. Et vous avez, merci à vous, vous avez vécu cela et vous le vivez encore. Oui, j'ai vécu ça depuis, ça a démarré en 2008 quand même, le samedi 28 juillet 2008. Alors que quelqu'un a pris votre identité. Racontez-nous, comment ça s'est passé? Alors, tout a commencé le samedi 28 juillet 2008, au moment où je embarquais pour me rendre en Côte d'Ivoire pour les grandes vacances. Je me fais arrêter par la police des frontières pour un mandat d'arrêt européen. Donc là, je n'ai pas compris réellement ce qui s'est passé, ce que j'avais. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? On m'arrête, j'ai été accompagné de ma belle-sœur, de mon beau-frère, et donc eux-mêmes, ils étaient choqués de me voir avec des menottes au sous-sol de l'aéroport de Roissy. Alors, Charles Kouassi, là, vous êtes en train de nous dire que vous arrivez gentiment à l'aéroport pour aller prendre un avion pour vos vacances, comme beaucoup de gens le font. Et c'est la police des frontières qui vous arrête et qui vous dit « Monsieur, il y a un mandat d'arrêt européen contre vous, veuillez nous suivre ». Et là, menottes. Menottes, c'est ça. Donc, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. J'ai pas compris le fait qu'on m'arrête comme ça, comme un criminel. Ouais. Donc, du coup, lorsque la police des frontières me dit « Monsieur, vous êtes au mandat d'arrêt international », j'ai demandé les faits. Pourquoi vous m'arrêtez? Donc, je n'ai pas eu d'explication. Pour vous dire que c'était la première fois que je partais de mon pays, découvrir mon pays natal. Ouais. Vous alliez en Côte d'Ivoire pour la première fois. Voilà, et c'était l'occasion de voir ma famille. Voilà, on m'a invité pour un mariage et ma mère elle était là-bas. Elle me dit « Oui, Charlie, qu'est-ce qui se passe ?» Donc voilà, mon rêve était brisé. Ah, déjà, oui. Déjà pour subir une situation comme ça terrible. Donc, c'était vraiment catastrophe. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis conduit directement au sous-sol de Roissy pour savoir exactement pourquoi. Pourquoi. Alors, où j'étais, qu'est-ce qui se passe en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Rien. On me dit, monsieur, excusez-moi, on ne peut rien vous dire. Vous êtes arrêté pour un mandat d'arrêt international. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, je demande à avoir un avocat. On me dit, désolé, on ne peut pas vous avoir un avocat, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. J'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Je veux avoir un avocat. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on me fout en cellule avec des criminels. À Roissy? À Roissy, voilà. On me fouille à nu. Tout nu, hein? Tout nu? Ah, tout nu. Et donc, on me dit, monsieur, vous êtes avec nous. Je pensais que c'était des caméras cachées, que c'était une blague. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Alors, ma belle-sœur qui travaillait à l'aéroport, donc c'est elle qui devait nous accompagner dans l'avion en première classe. Et j'avais ma nièce, j'étais accompagné de ma nièce, Anaïs, et elle me dit, oui, Charlie, qu'est-ce qui se passe? Je dis à ma belle-sœur, Nadine, je comprends pas ce qui se passe. Et j'étais vraiment sous le coup de la colère, avec vraiment menotté en cellule. Et là, je demandais vraiment qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce que je vis, quoi. Ouais. Combien de temps ça a duré cette mise en cellule? Alors, 1 heure. 1 heure qu'on m'a gardé en cellule. Et donc après, j'ai été transféré à la police de Roissy, puisqu'il y a au sous-sol à Roissy, vous avez une cellule pour les immigrants, voilà, les trafiquants, les criminels. Et après, directement, on me transfère la journée de Roissy à même pas 20 minutes de l'aéroport dans un poste de police, où là, je passe 24 heures au commissariat de police. Et là, alors, on vous explique là, ce qui se passe? Non, on vous reproche? On ne m'explique rien du tout. Rien du tout. Là, on me fout directement en cellule. En gros, dans la porte de la cellule, mandat d'arrêt européen. Et là, je dis, mais attends, c'est pas possible.
Mais c'est-à-dire que mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose de grave. Voilà. Alors, je couche 24 heures en cellule. Et donc, le lendemain, on vient me chercher en cellule. Et là, bien sûr, je suis auditionné par la PJ qui me demande, qui me dit les faits, un peu, qu'est-ce qui s'est passé vraiment quelque part. Donc, moi, je suis vraiment étonné. Et on me dit, oui, on vous reproche d'avoir commis une escroquerie en Allemagne de plusieurs milliers d'euros. D'accord. Donc là, enfin, on vous dit le pourquoi. Le pourquoi. Voilà. Vous êtes accusé d'avoir escroqué quelqu'un ou une entreprise. Voilà. C'est ça. D'être un escroc en Allemagne. D'être un escroc en Allemagne. Donc vous découvrez ça déjà, c'est... Voilà, donc pour moi, c'est un choc. Moi, j'ai jamais mis les pieds en Allemagne. Voilà, et comment je peux partir en Allemagne pour faire des escroqueries? Et c'est pas moi, ça. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu un souvenir où j'avais égaré ma carte d'identité. J'ai dit, bon, un jour, je vais la retrouver, cette carte d'identité-là. Je pensais qu'elle était égarée à la maison. Mais j'étais en possession de mon passeport, qui m'a servi de ma carte d'identité. Ouais. Donc, voilà. Mais je n'étais pas persuadé. Je me dis, un jour, je vais retrouver. Mais je ne savais pas que c'était vraiment réellement ma carte d'identité, que une personne s'est permis de prendre ma carte d'identité pour faire des escroqueries. Et donc, là, quand j'ai été auditionné, c'est à ce moment-là qu'on me dit, bon voilà, monsieur, vous avez commis une escroquerie. Et là, j'ai dit, d'accord. Ah ouais, d'accord. Là, c'est pas possible. Là. Et donc vous dites que vous n'avez jamais mis les pieds en Allemagne. Est-ce que ça, c'était facile à prouver, normalement? Non, ce n'était pas facile à prouver. Puisque, en ce moment-là, quand la PJ m'auditionne, là, il faut montrer les faits, il faut montrer les preuves, comme quoi je n'étais pas en Allemagne. Et ça, il faut prouver ça. Donc, on me refout en cellule. On fait les empreintes, photos, comme un criminel, fouille, et là, on me refout en cellule. Donc, ça, j'ai couché en cellule le samedi, et le dimanche, j'ai été différé. J'étais auditionné le dimanche et différé directement au palais de justice de Saint-Michel. Vous voyez le gros palais de justice où il y a tous les criminels. Et donc, c'est à ce moment-là, on me dit, monsieur, vous allez aller en prison. Vous allez aller en prison. Il faut prouver que ce n'est pas vous. À ce moment-là, vous n'avez pas idée que quelqu'un a pu, pas encore, usurper votre identité. D'accord. Là, vous êtes encore dans prouver, c'est pas moi. Voilà, prouver, c'est pas moi, comment je vais faire, voilà, comment je vais faire. Et donc, je suis conduit directement au palais de justice de Saint-Michel où j'ai vu un magistrat qui me demande, monsieur, vous étiez le 13 juin 2008. Je ne sais pas où j'étais le 13 juin 2008. Bien sûr. Et donc, je suis accompagné d'un policier. C'est vraiment dans un couloir de la mort. Hein. Vous avez les criminels. Quand vous allez, quand un policier va faire une, comment dirais-je, un détenu, un prisonnier qui a tué chaise électrique, il est accompagné dans un couloir de la mort. Tout à fait. Mais c'était comme ça. Alors, j'ai traversé un tunnel. Il y avait des gouttes d'eau comme ça. Où je suis, et conduit directement devant le magistrat qui me demande, monsieur Kwasi, vous étiez le 13 juin 2008. Je lui dis, mais je ne sais pas où j'étais le 13 juin 2008. Après, il me dit, mais vous avez 24 heures pour prouver votre innocence. Sinon, vous allez en prison. Alors là, on me relâche le dimanche. Et donc, c'est à ce moment-là, je vais à la maison et je cherche mes relevés bancaires et mes factures. Où j'étais le 13 juin 2008 au moment où l'escroquerie a eu lieu en Allemagne. J'ai dit, comment je vais faire? Et je n'ai pas rien trouvé le dimanche. Donc le lundi, je vais au travail. Parce que je suis aussi, à part mes activités à côté, je suis technicien aide-chercheur en laboratoire. Je travaille en laboratoire à l'Institut Pasteur. Et donc là, à ce moment-là, je regarde mes relevés d'heures, parce qu'on pointe, nous, les employés, et je regarde mes fiches d'heures, et heureusement que le 13 juin 2008, je travaillais. D'accord. Donc c'est à ce moment-là que je vais voir mon employeur, et qui me donne une attestation en disant « Monsieur Kwasi, vous étiez là le 13 juin 2008 ». Donc voilà, c'était prouvé, signé, noir sur blanc. J'étais pas en Allemagne. Je n'étais pas en Allemagne. Très bien. Donc, le lundi,
Le lundi après-midi, directement, je vais au parquet. Et là, je donne l'attestation au magistrat et il me dit « Ah, mais heureusement que... Ah, c'est pas vous. Ah, mais vous avez bien de la chance, hein. Et heureusement que vous ne travaillez pas dans une boulangerie, hein. Sinon, vous allez directement en prison. » Alors là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ok. Ouais, parce qu'à la boulangerie, il n'y aurait pas eu de preuve. Il n'y aura pas eu de preuve. Ouais. Et donc, j'ai été en cellule. Pour moi, c'était très difficile de vivre l'enfer. Pour moi, c'était un cauchemar. Et je dis, ok, on va voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Quand on m'a relâché le dimanche, après avoir eu l'attestation, donc je ramène ça au magistrat. Et donc là, elle me libère. Elle me dit, ouais, c'est pas vous, on enlève le mandat d'arrêt. Je dis, ok. Là, elle me dit, vous pouvez partir en Côte d'Ivoire, en vacances. D'accord. Je pensais que tout était terminé. Voilà, je pars au pays et je passe les vacances avec mes parents qui me disent qu'ils étaient contents de me voir parce qu'ils étaient vraiment effrayés. Bien sûr. Et à ce moment-là, quelques semaines après de mon retour de vacances, je reviens et là je suis encore amené à un deuxième mandat d'arrêt européen. Donc on vous arrête à l'aéroport à nouveau? Là c'était à Sarcelles. C'était lors d'un contrôle routier. Un contrôle de police? Contrôle de police. Non, un contrôle normal? Normal. Voilà. En voiture. On vous dit, monsieur, on vous êtes recherché. Vous êtes recherché. Et à ce moment-là, j'ai pas compris. J'ai dit, comment ça on me demande mon passeport. Enfin, j'avais mon passeport, donc il est parti dans le camion pour savoir exactement, pour faire ses vérifications. Et là, j'ai vu que l'agent de police mettait du temps. Ouais. Et je demande à mon pote, mon camarade qui conduisait, je dis, mais attends, c'est pas possible. Là, je crois qu'il y a encore un autre problème. Donc, l'agent de police vient me voir et me dit, monsieur, sortez de la voiture. Et là, on me met les menottes. Et de nouveau, je suis conduit au commissariat de police de Sarcelles. Rebelote, 24 heures de garde à vue. C'était pas encore facile pour moi. Et là, j'ai dit, il se passe quelque chose. Ouais. Il se passe quelque chose. Avec la preuve que j'ai pu emmener au magistrat, la justice allemande a relancé un mandat d'arrêt européen contre moi. Il y a problème. J'étais sous les nerfs. Se retrouver en cellule pour un crime que tu n'as pas fait, pour un délit que tu n'as pas fait. Et là, vous vous dites, ça y est, c'est parti, ça va à chaque fois. Voilà. Je suis rentré dans un système, quoi. C'est ça. Et donc, la personne en question, après j'étais convoqué au parquet, j'ai convoqué au tribunal. Mais avant ça, quand on m'a arrêté la deuxième fois à Sarcelles, donc renouveau conduit au palais de justice de Saint-Michel, où j'ai vu un procureur qui me dit monsieur, si vous n'avez rien, vous allez aller en prison. J'avais 2 flics derrière. Hein. Et il me disait, monsieur, regardez dans vos dossiers, j'ai ramené l'attestation. Regardez. Il me dit, mais non, j'ai rien. Et c'est à ce moment-là qu'il voit, il voit dans tous ses dossiers, il dit, ah ben oui, excusez-moi, mais effectivement, vous avez l'attestation de votre employeur. J'ai échappé à la prison. J'ai vraiment échappé. Et franchement, sincèrement, je ne sais pas s'il y a une justice ici qui fait correctement leur boulot. Ce n'est pas la faute à la police, mais on a réellement un gros problème de justice française. Donc, j'ai été convoqué plusieurs fois au tribunal pour prouver mon innocence, voilà, devant les juges. Et donc, on me reproche, est-ce que c'est toi qui as commis l'escroquerie en Allemagne? Je dis, mais non, regardez, les faits sont bien réels, je n'ai pas commis, regardez. Et donc, c'était vraiment difficile pour prouver. Et à ce moment-là, la personne en question, qui a usurpé mon identité, lui, il a été arrêté en Allemagne. Ouais. Il s'est fait arrêter parce qu'ils ont raconté, en fait, c'est un complot. Ils ont trouvé à quelqu'un une pièce d'identité, donc pour se couvrir, pour prendre cet argent-là, l'argent qui a été détourné dans une banque, et ils ont manigancé parce qu'ils avaient un nom, ils avaient quelque chose. Et donc, ces trafiquants ont été arrêtés. Ce trafiquant, cette personne qui a usurpé mon identité, a été arrêtée avec mon identité, avec plusieurs alias, en fait. D'accord.
Voilà. Donc il avait plusieurs identités, dont la En vôtre. fait, il avait mon identité avec, bien sûr, son nom, mais il ne donnait pas les vrais noms à la justice allemande. C'est vraiment compliqué cette histoire, puisque la justice, moi j'ai reçu un rapport de la justice allemande, et on se dit, mais attends, c'est flou, on comprend rien, c'est qui le quoi? C'est Charlie. Vous venez m'arrêter, vous n'avez même pas de trace de preuve, comment vous faites votre enquête? Vous ne venez pas arrêter quelqu'un comme ça. Oui, non, mais comment peut-il ne pas donner son vrai nom à la justice allemande, ce monsieur? Alors, vous savez, quand on a affaire à des très grands trafiquants, c'est des personnes qui ont l'habitude d'escroquer les gens. Et donc, ils savent, c'est leur métier. C'est leur métier. Donc, pour camoufler, ils vont troubler la justice. Donc, pour eux, ils disent, mais attends, mais c'est quoi ces histoires-là? Voilà. Mais alors, à partir de ce moment-là, Charlie, vous savez qu'en fait, vous comprenez ce qui se passe. Vous comprenez que quelqu'un a pris votre identité. C'est à ce moment-là. Après, en 2009, il se fait arrêter. Voilà, quand il se fait arrêter. Il se fait arrêter, Ouais. il fait la détention, il se fait relâcher pour manque de preuves. Et là, il ouvre un compte de téléphone, il ouvre un abonnement de téléphone à mon nom. Pour plusieurs milliers d'euros. Comment? Ouais. J'ai un opérateur qui m'appelle à la maison et qui me dit, monsieur, est-ce que vous faites une sous-location à une adresse qui a été donnée? Donc je ne peux pas vous dire l'adresse. Ouais. Et je lui dis, mais non, mais moi j'habite à Villejurbel, je n'ai pas l'adresse que vous dites là. Et il me dit, mais monsieur, nous avons des lettres à une adresse. Je dis, mais non, c'est pas possible. Et là, actuellement, je demande à cet opérateur de me donner le détail de cette adresse, des numéros de téléphone à mon nom. Et c'est à ce moment-là que je commence à faire mon enquête. Et là, j'ai dit, il y a usurpation d'identité. Déjà avec l'escroquerie qui s'est passée. Donc ouais. Là, j'ai vraiment vu qu'il y a un problème et que là, j'ai dit ça vient de ma carte d'identité que j'avais perdue. Et donc, j'ai décidé de faire mon enquête tout seul. J'ai porté plainte, mais les plaintes ont été classées sans suite. Je me suis déplacé au tribunal, mais malheureusement, on ne peut pas te recevoir au tribunal. Tu appelles, c'est impossible. Et donc, je dis, je vais mener mon enquête et donner toutes les preuves, bien sûr, au procureur. C'est vraiment pas facile. Et donc là, j'emploie bien sûr un enquêteur pour savoir exactement, pour m'aider, pour trouver mon usurpateur. C'est terrible. Et là, vous en êtes où alors, Charlie? Alors, là, dernièrement, en 2016, ouais. En 2016, hein, ouais. J'ai reçu, je surfe sur Internet, ouais. Et je vois une fiche de recherche me concernant. Ils ont arrêté l'usurpateur, parce qu'apparemment l'usurpateur aurait fait une escroquerie en Allemagne en 2006, et ils ont relancé en Pologne, et les autorités polonaises ont relancé notre procédure en 2016. Et en surfant, je vois une fiche de recherche au nom de Kwasi Charlie sur Internet. Je regarde et comme par hasard, je dis mais attends, c'est pas possible. Regardez. Fiche de recherche au nom de Kwasi Charlie avec la photo de mon usurpateur. Et c'est à ce moment-là que je portais plainte. Ah là, c'est écrit en polonais, tout est, c'est une fiche polonaise avec votre nom et une photo d'un type qui n'est pas vous. C'est ça. Je vais porter plainte à nouveau. Et quelques semaines après, ouais. On m'appelle pour me dire, monsieur Kwasi Charlie, vous êtes en mise en examen pour une escroquerie que vous avez commise en Pologne. Mais ça ne finit jamais, ce truc. Alors là, j'ai pété un câble. Ouais. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Après avoir... Vous n'êtes jamais allé en Pologne? Je suis jamais parti en Pologne. Vous n'avez pas envie d'y aller? Non, mais non. Et donc, quand j'ai revu cette fiche, j'ai dit attends, c'est la photo de la personne qui a commis une escroquerie en Allemagne. Non mais je comprends pas. Ils voient bien que c'est pas vous. Du moment où on est noir. Ouais. Ah. Voilà. Donc il y a ça, vous pensez? C'est le problème. C'est-à-dire tu peux être toi, ils vont dire que c'est toi. Oh d'accord, mais ensuite quand ils vous voient tous les deux. Voilà. Donc j'ai prouvé. Et aujourd'hui, je combats puisque cette personne-là est toujours en liberté. Aujourd'hui, au moment où on parle? Au moment où on parle, cette personne est toujours en liberté. Et c'est vous qui avez des ennuis. Parce que en fait, cette personne donne son vrai nom quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange, voilà, quand ça l'arrange. Ouais. Mais
maintenant que on sait c'est qui, Ouais. voilà, voilà, il va pas échapper. Moi, je dis, il y a une justice, je veux faire justice Ouais. et je vais aller jusqu'au bout. C'est comme dans un ring, on monte pour gagner. Mais moi, c'est comme ça. Maintenant, vous êtes déterminé à je vais gagner maintenant. Je vais gagner, je vais gagner. T'as voulu combattre, on va combattre. On va combattre. Ouais. Voilà. Ouais. Il a cherché, Ouais, il va trouver. jusqu'au bout. D'accord. Jusqu'au bout. Donc Il vous a quand même assez. Enfin, il vous a ennuyé quand même dans votre vie quotidienne, quoi. C'est Oui, non, plus mais que ça, même. plus que ça. Des mises en cellule, des convocations. Des convocations, Ouais. il y a plein de trucs. Il y a eu plein Et de. à chaque fois devoir vous justifier, c'est quand même terrible. Justifié. Là, aujourd'hui, on part avec la peur. Quand je vais en vacances, Ouais. là, je vais aller au Maroc pour un show. Ouais. Là, quand je traverse la douane, j'ai peur. Oh là là. J'ai peur. Et vous savez comment ça, psychologiquement, comment on est confronté à ces histoires-là. On a peur maintenant. Ouais. C'est devenu, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar qu'on fait toutes les nuits. Et franchement, ça bousille une vie. C'est comme si on a brisé ta vie. C'est ça, j'ai même pas les mots puisque ça m'énerve. C'est de voir qu'il y a des escrocs qui sont en liberté et qu'il y a la justice qui fait rien. Qui prend du temps, c'est ça le problème. Hein. C'est si un personnage puissant, on aurait tout de suite fait en sorte de trouver qui a usurpé son identité. Mais quand on est comme ça, des gens du commun, des gens normaux, si je puis dire, eh bien là, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est ça Voilà. c'est ça votre problème. C'est ça. Mais on n'est pas les Sarkozy. Il y a Sarkozy qui a été usurpé son identité. Après, bon voilà, on ne sait pas les faits. Il y a la femme de Hollande. Eux, ils arrivent à... Tout de suite, c'est rapide. Tout de suite, parce que c'est rapide, parce qu'ils Ouais. sont au gouvernement. Ouais. Nous, les pauvres citoyens Ouais. qui vivons cette situation, ils n'ont pas forcément l'argent parce qu'aujourd'hui, pour les avocats, pour payer un avocat, pour faire les démarches administratives, il faut payer tout ça. Et c'est sûr. coûteux. Et donc, eux, ils arrivent à s'en sortir pour trouver, bien sûr, les personnes qui les ont usurpés. Mais nous, c'est à nous de faire la chasse. Ouais. Et donc, c'est très difficile. Et on se bat. On se bat. Et c'est pourquoi j'ai monté une association, c'est Privé d'identité. C'est une association qui a pour but d'aider les victimes. Ouais. Qui sont dans le même cas que moi. Oui, parce que ce qui vous est arrivé, et c'est pour ça qu'on est content de vous recevoir, c'est que Merci. ça peut véritablement arriver à tout un chacun. D'ailleurs, il y a d'autres gros médias français qui se sont emparés de votre affaire. Oui, Ça vous a aidé, ça, que des grandes chaînes comme TF1, etc. Oui, ça m'a aidé. Ouais. J'ai eu quand même... bon, c'est vrai. La personne qui m'a aidé, c'est Christophe Naudin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Air Cocaïne. Aujourd'hui, Christophe Naudin se trouve en détention provisoire, enfin en détention à la République dominicaine pour, Ouais. Voilà, que Ouais, vous pour savez. l'affaire, oui. Pour l'affaire. Mais cette personne, le criminologue, mais il nous a aidés. C'est Ouais. quelqu'un qui soutient les victimes. Ouais. Moi, il est parti plusieurs fois de mon enquête. Voilà, il est là. Et aujourd'hui, je le remercie, Christophe, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il a fait vraiment beaucoup pour moi et pour d'autres victimes. Il se retrouve enfermé à la République dominicaine. Nous, les victimes, on veut le faire sortir de là. Vous pensez, Charlie, que vous êtes nombreux à avoir vécu cela? Cette Oui, usurpation mais il y a d'identité? quand même 210 000 personnes qui se font usurper leur identité par année. Vous pensez que le fait que Internet maintenant soit là, ça facilite aussi ce type d'escroquerie? Oui, ça facilite parce que Internet, tu donnes tous les données sur Internet. Ouais. Quand tu veux payer en ligne, tu payes en ligne avec ta carte bleue. Ouais. Ça aussi, j'ai été confronté à ça. Même aujourd'hui, on m'a piraté mon compte bancaire, ma carte bancaire. Donc voilà, il faut faire attention parce que on a toutes sortes d'usurpations, en fait, de pirates. Et ça, c'est un réel danger pour la société. Charlie, je voudrais aussi que vous nous parliez de ce que vous faites de beau dans la vie. Dieu merci, il n'y a pas que ce souci-là qui, je l'espère, sera réglé maintenant qu'on connaît l'escroc. Vous êtes dans l'événementiel et il y a un événement justement que vous produisez qui s'appelle la Nuit des Ceintures d'Or. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, la Nuit des Ceintures d'Or, c'est une cérémonie où on récompense des grands champions de combats d'arts martiaux et de cinéma d'action. Et aussi, bien sûr, des jeunes qui se lancent des talents de combats d'arts martiaux.
Ouais. Voilà. Parce que vous venez de l'art martial vous-même. Voilà. De différents arts martiaux. Oui, j'ai pratiqué, le taekwondo, le nunchaku. Enfin, je fais toujours le nunchaku. Hein. Ouais. En fait, j'ai monté une équipe à l'époque, les City Samurai. En fait, c'est une troupe de cascade où on était amené à faire des démonstrations sur scène et qui nous a ouvert, bien sûr, dans le cinéma d'action. Ouais. Voilà, donc enfin, moi je pratique toujours, hein, je suis toujours amené à faire le show. Là, je vais au Maroc en décembre. Ouais. Et pour la nuit des ceintures d'or, puisque la nuit des ceintures d'or, en fait, c'est Monsieur Khalid El Kandjili, qui est un très grand champion de kickboxing, qui produit la nuit des ceintures d'or au Maroc. D'accord. Et donc, chaque année, je suis sollicité pour aller faire une prestation au Maroc. Quelle ville c'est? C'est Marrakech, Rabat, Casa. D'accord. Donc, on fait tout le tour du Maroc, en fait. D'accord. Et donc, j'ai vraiment apprécié que déjà quelqu'un m'invite, mais de faire venir bien sûr des champions et de se rassembler tous en fait, il faut se dire. Et ça, j'ai trouvé ça bien au Maroc. Donc j'ai dit pourquoi pas le faire en France. Ouais. Voilà. Et donc j'ai fait une première en France, à Villebel, où c'était un succès puisque j'ai reçu plein de champions, des très grands champions de boxe thaï, des producteurs de cinéma, des cascadeurs. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des personnes comme ça qui te supportent parce que bon, tu as un bon projet. Et puis voilà, tant mieux. Et j'espère de faire la deuxième cérémonie. Et de l'exporter en Tunisie notamment. Pourquoi pas. Il y a, France, Maroc, Tunisie et ailleurs même. Si on peut le lancer dans plusieurs pays, c'est bien de dire qu'il y a des talents. Oui, parce que c'est vrai que les arts martiaux, ça a fait forcément, et surtout au cinéma, ça a fait forcément rêver beaucoup de gens. C'est ça. Hein, on a tous voulu ressembler un moment à Bruce Lee, à Jackie Chan, à Van Damme. On était là, c'est des rêves de gosse. Hein, quand on était petit, on voulait sauter partout, faire des Jackie Chan. Donc c'est ça. Et moi, je dis, le rêve peut devenir réalité. Il faut rêver. Quand tu rêves, quand tu veux quelque chose, ben tu l'as. Ouais. Moi, quand j'étais petit, à 9 ans, je faisais du nunchaku. J'ai dit, bon, je regardais les films de Bruce Lee. J'ai dit, je veux venir comme lui. Ouais. Et vraiment, ça m'a ouvert les portes parce que j'ai cru en moi. Et c'est pour ça que vous qui nous regardez sur la chaîne, croyez en vous, vous allez réussir. Ben je crois que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Charlie Kouassi. Encore une fois, on espère que ça va trouver sa fin et que vous en tirerez. On peut en faire un film de cette histoire, c'est extraordinaire, parce que ça servira à beaucoup de gens. On a un projet. On a un projet. Je viendrai en parler si vous le souhaitez sur le plateau. Avec plaisir. Voilà. Et ben voilà, faites attention, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Au revoir et à bientôt sur Al Janoubia TV.